Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment peut-on réaliser une brillante carrière à l'international après avoir été une élève très moyenne? La réponse à la question est dans le parcours et dans le nouveau livre de Solène Boquillon, Logo SU. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu anniversaire et programmes d'histoire, mais aussi d'espagnol. L'anniversaire, c'est celui d'un fiasco connu sous le nom de BD Cochon. Ça s'est passé un 17 avril. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, récré ciné en ce mercredi avec la sortie du film Riddle of Fire. Il a adoré. Et puis on revient à la parentalité en fin d'émission avec le conseil de famille de Candice Anzel. Sujet du jour, réseaux sociaux et estime de soi. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand oral. 62e sur 65, c'est pas brillant, c'est le rang des élèves français en matière de confiance en soi et en ses capacités selon la dernière étude PISA de l'OCDE. C'est un chiffre parmi d'autres que j'ai relevé dans le livre de Solène Boquillon, Logo SU, livre intitulé « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain ». Il vient de sortir aux éditions de Book Supérieur. Solène, bonjour. Bonjour. Vous avez longtemps été directrice des ressources humaines, je le disais, dans un grand groupe international, puis vous avez créé Soft Kids, qui est une solution pour cultiver les soft skills à l'école et à la maison. On va commencer par là et par traduire soft skills. Alors, les soft skills, il y a beaucoup de traductions en français. Voilà, c'est pour ça que je vous le demande. On va dire compétences psychosociales si on est à l'éducation nationale, compétences socio-comportementales si on est dans une entreprise. Mais en clair, l'OMS et la Santé publique France nous disent que c'est toutes les compétences qui permettent de naviguer au quotidien dans sa vie. Et on les catégorise en 3 grands domaines de compétences. Les compétences cognitives, comme avoir confiance en soi, développer son esprit critique, être persévérant. Les compétences émotionnelles, comme savoir accueillir ses émotions, être résilient. Et enfin, les compétences relationnelles, comme savoir collaborer, mais aussi, je trouve ça très important en ce moment, savoir résoudre les conflits avec les autres. Ce qui peut être pas mal. Collaborer et pas coopérer, on verra tout à l'heure pourquoi. Parce que si je me souviens bien, vous faites la distinction dans le bouquin. Ces soft skills, ces 3 catégories, vous dites que l'école ne les prend pas beaucoup, voire pas du tout en considération. Alors, en France, c'est vrai qu'on est un peu les cancres des soft skills. Et quand on regarde les classements PISA, systématiquement, on arrive en bas de classement pour tout. Et moi, ce que je dis, c'est que quand les élèves, ils n'ont pas confiance en eux, on est 62e sur 65, comme vous l'avez dit, mais on est aussi 62e sur 65 sur l'anxiété, et ben, c'est difficile d'être bon à l'école. Et par exemple, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'étais pas bonne du tout. Je me suis permis de le dire, mais c'est parce que vous le dites vous-même. Hein. J'ai dit très moyenne, c'était poli, parce qu'en fait, bon... Pas bonne du tout en mathématiques et en sciences. Et en fait, il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a une corrélation entre le niveau d'accueil des émotions et les mathématiques, le niveau de confiance en soi et les mathématiques. Et puis, il y a un sujet, moi, que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le growth mindset, donc l'état d'esprit. On va en parler, ça. Et allons-y tout de suite, alors. J'avais prévu de le faire un peu plus tard, mais c'est on va traduire, là encore. Alors, on dit état d'esprit de croissance ou état d'esprit de développement. Parce que mindset, c'est l'état d'esprit, growth, c'est lié de quelque chose qui grandit. Voilà. Grandir. Et en fait, c'est quelque chose qui a été théorisé par la psychologue Carol Dweck, qui est aux États-Unis, qui travaille à Stanford et qui a travaillé sur le sujet pendant 30 ans. Et elle s'est dit, quelle est la différence entre un enfant qui, devant un exercice de mathématiques, se dit chouette, je vais pouvoir m'éclater à résoudre ce problème, et l'enfant qui dit je n'y arriverai jamais. Eh ben, c'est l'état d'esprit. Et quand on se dit qu'on va pouvoir y arriver, que l'intelligence n'est pas quelque chose de figé, qu'on apprend de ses erreurs, qu'en étant persévérant, on va pouvoir réussir, eh ben, on y arrive beaucoup plus que quand on a un état d'esprit fixe. Et c'est vrai qu'en France, pareil, on a à peu près 60% des élèves qui pensent que l'intelligence, c'est génétique. Donc, il suffit d'avoir entendu papa et maman qui disent « Ah, c'est inné. Moi aussi, j'étais nul dans cette matière. » Et ben, l'enfant, il se dit « Bon, bah, en fait, mes parents étaient nuls, donc moi aussi, je suis nul, c'est normal. » Et on s'autorise. Voilà, et on s'autorise à être nul. On s'autorise à être nul. Moi, j'essaye de voir arriver les exercices en me disant « Ah, chouette, un exercice que je ne vais pas réussir à faire. » Ça n'a pas marché du tout. L'école ne prend guère en considération ces soft skills dont vous nous parlez. Ça revient donc aux familles, d'où ce livre. Vous dites être parent n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La toute première, c'est que, c'est vrai que ça fait énormément de débat, mais avec les sciences cognitives, on sait comment fonctionne le cerveau des enfants aujourd'hui. Et donc, on ne peut plus faire comme si on n'était pas au courant. Et donc, une éducation à tais-toi, t'as rien à dire, ou voilà, et ben en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on est au courant. Il y a encore
très récemment, je crois encore la semaine dernière, des nouvelles recherches scientifiques outre-Atlantique là, qui nous disent que plus on va dire à un enfant tais-toi, moins son cerveau va se développer. Et ça bloque ça bloque des trucs dans le cerveau. Voilà, ça bloque. Et donc ça le cerveau inhibe. ne se muscle pas. Alors que comme je le disais, l'intelligence n'est pas figée. Et donc, en tant que parent, on ne peut plus faire comme si on n'était pas au courant. Et donc, ça veut dire qu'on est sous pression quand même. Oui, et puis après, il y a... on est dans un monde digital. Comment est-ce qu'on fait avec nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont être sur les écrans? Donc là-dessus aussi, il faut les accompagner. Et nous, on n'est pas... moi, je suis pas d'une génération qui a grandi avec des écrans tout le temps. Je le dis souvent. Nous, il fallait qu'on attende tous les mercredis pour avoir la suite de notre épisode. Aujourd'hui, les enfants, ils sont dans l'instant. Ils peuvent regarder toute une série d'un coup. Sur Netflix. Ouais. Et donc c'est problématique parce que on se retrouve avec tout un tas de choses au quotidien où nos parents n'étaient pas confrontés et nous on ne sait pas comment. Donc on est un peu une génération de parents cobayes, c'est ça que vous dites. On a une nouvelle parentalité à l'ère numérique. On va continuer à parler de tout ça. J'ai repris le chiffre de PISA sur la confiance. On va se demander aussi comment on peut leur apprendre à avoir confiance en eux aux enfants. On va le faire après l'anti-sèche, pardon. On retrouvera donc Solène Bouquillon, le Goisiou, mais pour l'instant c'est Brandon Noirette. En ce 17 avril, c'est l'anniversaire d'un débarquement raté, celui de la baie des Cochons, Cuba. On est en 1961. Vous revenez, Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous revenez sur cette histoire, je ne vous ai même pas salué. Vous revenez sur cette histoire qui figure au programme scolaire, évidemment au lycée, en histoire, mais aussi d'ailleurs en espagnol. Oui, c'est l'un des plus grands événements de l'histoire cubaine et d'ailleurs l'une des plus grandes fiertés, ne serait-ce que pour cet échec du débarquement. On va en parler, donc effectivement. On rappelle le contexte. 17 avril 1961, donc effectivement, au lendemain 1959 de la révolution cubaine menée par Fidel Castro, les relations entre Cuba et les États-Unis se détériorent considérablement, rapidement. On a un gouvernement cubain qui adopte plutôt un modèle socialiste en se rapprochant de l'Union soviétique, ce qui inquiète bien sûr les États-Unis. En réponse aux nationalisations très importantes du gouvernement cubain, eh bien, les États-Unis présentent un embargo économique contre Cuba. Et en même temps, le pays accueille de nombreux anticastristes en Floride, et ce qui pose problème pour le gouvernement cubain. Sous le gouvernement Eisenhower, la CIA commence à recruter, à former de nombreux exilés anti-Castro en vue d'une potentielle invasion de Cuba. Et le plan d'invasion est élaboré afin de renverser Fidel Castro. Et surtout, on espère, grâce à cette population locale qui pourrait aider ces exilés. Alors on en arrive à ce débarquement, oui, cette tentative bombardement. Parce d'abord que déjà, bombardement. Le 15 avril 1961, on bombarde énormément tous ces aérodromes pour aider justement ce futur débarquement. 2 jours plus tard, 17 avril, 1400 exilés cubains qui sont soutenus par la marine américaine qui débarquent dans la baie des Cochons. Nous sommes au sud de Cuba, environ 200 km de La Havane. Alors des cochons, pas forcément non, des cochons qu'on imagine. Bahia de Cochinos, c'est ça le nom en espagnol. En fait, ce ne sont pas effectivement ces mammifères, ces troupeaux. Non, ce sont en fait des poissons, ces magnifiques poissons de couleur mauve, orange que l'on retrouve en abondance dans la côte de Cuba. Et donc c'est un surnom parce qu'il y a un nom scientifique au départ et c'est le surnom de ces Cubains. Ce débarquement est entre autres censé fonctionner parce qu'il produira un effet de surprise, sauf qu'il ne produit rien du tout. Les forces cubaines découvrent très très rapidement ce qui est en train de se passer. Et oui, forte résistance. Et surtout, les Américains espéraient que la population locale se retourne contre les Cubains. C'est le contraire, que nenni. Et donc, ils sont incapables d'avancer en 2 jours. En 2 jours, l'opération est terminée. Imaginez quand même 114 morts, 1189 prisonniers exilés. Et c'est un revers surtout pour l'administration de Kennedy. Il est au pouvoir depuis 1961, quelques semaines plus tôt. Il vient d'arriver, oui. Il vient d'arriver, 53 millions quand même de dollars de nourriture et de médicaments pour espérer la libération. Quelques négociations et ensuite ils sont libérés direction la Floride. Et puis une humiliation. Une humiliation. Et imaginez quand même la CIA qui perd énormément de crédit vis-à-vis du président Kennedy. Il y a une phrase d'ailleurs dans un discours. Il dit « La victoire a des pères par centaines et la défaite est orpheline ». Alors ce n'est pas de lui, c'est beau, mais ça vient d'un film, très vieux film américain des années 50. En revanche, il y en a un qui plastronne. Ben oui, Fidel Castro, il devient de plus en plus populaire, il se rapproche de l'Union soviétique, les relations se détériorent aussi encore un peu plus avec les Américains. En réponse à cela, on a l'Union soviétique qui aura cette fameuse crise des missiles à Cuba quelques mois plus tard, en octobre 62, et il faudra quand même attendre 2014 pour voir un dégel diplomatique grâce au président d'un côté Barack Obama et Raúl Castro de l'autre. Voilà, et puis l'arrivée de Donald Trump qui a redurci les choses. Exactement, malheureusement. Brandon, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Grand oral.
La solution à notre baisse de niveau n'est pas le dédoublement des classes qui coûte cher et dont l'efficacité reste à prouver, mais plutôt dans le développement des soft skills chez les enfants. Fin de citation, c'est le mantra de Solène Bocquillon-Le Goasiou. Il est martelé dans Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain, un livre qui vient de paraître chez Debook Supérieur. Il s'ouvre le livre sur les compétences cognitives dont vous nous aviez parlé tout à l'heure. Si on rentre un petit peu dans le livre, à partir de quel âge d'abord ça se cultive ces compétences cognitives? Dès la naissance. C'est ça. Dès la naissance. Comment on s'y prend concrètement? Concrètement, par exemple, sur la confiance en soi, il faut arriver un petit peu à conscientiser ce que nos enfants font au quotidien et à leur montrer qu'ils apprennent tout le temps. Et donc à développer l'estime de soi. Pour développer l'estime de soi, il faut comprendre qu'on réalise des choses et qu'on a des compétences. Donc juste le fait de dire à vos enfants, par exemple, qui sont en CE2, mais regarde tout ce que tu as appris depuis que tu es né. Oui, vous conseillez de faire des listes d'ailleurs. Il faut faire des listes. Tu as appris à manger avec un couteau et une fourchette. Tu as appris à faire de la trottinette. Et là, l'enfant, en fait, ils font la liste et ils se disent « Waouh !» Pareil, moi, je conseille de faire un tableau des apprentissages dans la chambre. Tous les mois, nos enfants, ils apprennent des choses à l'école. Donc, ils ont tout un tas de connaissances. Et bien, juste leur dire, à chaque fin de mois, est-ce que tu peux me dire ce que tu as appris ce mois-ci à l'école ou dans la maison? Et donc, le noter. Donc, ça a des effets de renforcement, en quelque sorte. Voilà, parce qu'en fait, ça va être visuel. Ils vont le voir et ils vont se rendre compte qu'ils ont acquis un certain nombre de compétences. Dans les clés que vous proposez, si j'essaye d'en retenir une qui tient un peu à tous les âges, il y a énormément de dialogue aussi avec les enfants, à la fois dans les deux sens. C'est-à-dire, on leur parle beaucoup et on les écoute beaucoup. Oui. On n'arrête pas. On n'arrête pas. De toute façon, pour moi, les deux compétences qui sont très importantes en tant que parent, c'est l'observation. Observez vraiment ce que vos enfants, ils aiment ou ils n'aiment pas pour en fait foncer dans le truc qu'ils adorent parce qu'on a tous un super pouvoir, on est tous bons en quelque chose. Même si c'est les Pokémon, en fait, si vos enfants ils connaissent tous les Pokémon, déjà ils ont une super bonne mémoire. Ensuite, ils ont compris la stratégie des Pokémon, donc ils arrivent à résoudre des problèmes, à avoir des stratégies. Donc voilà, foncez et dans ce qu'ils aiment, donc après les avoir observés. Et ensuite, la deuxième compétence du parent, c'est l'adaptabilité. Parce qu'on voit très bien, même quand on a une fratrie, ce qui fonctionne avec un ne va pas fonctionner avec l'autre. Ce qui fonctionne un mois ne fonctionne pas le mois d'après. Donc une fois que vous les avez observés, que vous voyez leur mode de fonctionnement, vous êtes mieux à même de les accompagner et de vous adapter. On leur parle, mais on leur parle pas n'importe comment. Vous citez régulièrement les préceptes de la parentalité positive, notamment Catherine Guéguin. Oui. Il y a une façon de s'adresser aux enfants qui croise un peu ce que vous disiez en début d'émission sur le fait qu'il ne faut pas décourager, quoi. Non, il ne faut pas décourager. Il faut être tout le temps... Déjà, il y a un petit peu aussi une dimension de communication non violente. Plutôt que de dire à nos enfants « tu es comme ci, tu es comme ça », plutôt leur dire « je trouve que ce comportement est bien ou n'est pas bien ». Donc plutôt utiliser le « je » que le « tu ». Et les encourager un maximum au quotidien sur tout ce qu'ils font. Si ils n'ont pas une bonne note, c'est pas grave. Plutôt que de leur dire « oh là là, t'as encore une mauvaise note », plutôt leur dire qu'est-ce qui te reste à apprendre pour y arriver? Et pour avoir une meilleure note la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses aussi dans le livre autour du développement de l'autonomie. Oui. Là, je trace encore un des fils, beaucoup dans la lignée de Montessori, que vous citez. On pourrait citer Janusz Korczak aussi. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment aide-moi à faire tout seul, quoi. Oui, parce que moi, je trouve qu'on est une génération où les parents assistent leurs enfants surtout. Moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je discute avec d'autres mamans, quand je leur explique, par exemple, que mes jumeaux de 6 ans, ils préparent leur petit déjeuner, ils s'habillent tout seuls depuis l'âge de 4 ans, on me regarde avec des yeux comme ça, mais voilà, j'ai tout mis à hauteur d'enfants, ils sont autonomes et ils sont capables de se préparer. Vous parliez plus souvent avec les papas, c'est pour ça. Non, je rigole, c'est parce que vous avez dit avec les mamans. Je ne pense pas que les pères soient beaucoup mieux. Parce que j'ai plus de discussions avec les mamans, mais c'est pareil pour les parents. Il y a une autre compétence clé qui est la persévérance. Vous en parlez. Il y a une époque d'ailleurs où l'Éducation nationale a essayé de faire rentrer ça vient du Québec, cette théorisation de l'importance de la persévérance. Ouais. Mais comment ça fonctionne là encore? Parce que dire persévérance, réessaye, ça suffit pas. Mais parce que, comme je le disais au tout début, comme on est dans l'instantanéité, les enfants, s'ils ne réussissent pas quelque chose tout de suite, ils abandonnent. Ouais. Et là, il faut leur montrer qu'on n'a rien sans rien. Peut-être leur parler de leur star préférée, que ce soit un sportif ou un chanteur, lire la biographie. Ouais. Tu vois qu'en fait, c'est des personnes qui s'entraînent des heures et des heures tous les jours depuis des années. C'est vrai que pour le sport, la danse, tous ces trucs-là, ça marche bien comme discours. Tout n'arrive pas comme ça. Et puis apprendre à prendre des décisions, vous dites ça aussi c'est essentiel, et ça aussi ça s'entraîne, et on peut l'entraîner
dès le plus jeune âge. Oui, oui. Les enfants pensent souvent qu'on fait tout, enfin qu'on prend toutes les décisions à leur place. Et quand on leur montre qu'ils choisissent beaucoup de choses tout au long de la journée, par exemple, ils choisissent avec qui ils jouent à la récré, ils choisissent leur dessert. Enfin, si les parents sont un peu ouverts, on peut choisir si on a oui, le yaourt à la fraise ou la framboise. Voilà, c'est ça. Et donc, sans être dans un pléthore de choix, mais leur montrer qu'ils sont quand même acteurs de leurs propres décisions. Et là, on développe encore un pan de ces fameuses soft skills. Oui. Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain, cultivez leurs soft skills et assurez leur bien-être et réussite scolaire. Ça, c'est le sous-titre, c'est chez Debook Supérieur. On se retrouve juste après la récré. La récré, Brandon Noiret. On est mercredi. Eh bien oui, on est Scoop, mercredi. truc dingue, surprise, énorme, vous êtes allé au cinéma. Oh, effectivement, ben oui. Et oui, passionné d'histoire et de cinéma, Brandon. Et donc, vous nous présentez Riddle of Fire qui sort aujourd'hui. Traduction, l'énigme du feu. Oui, c'est l'un des vous meilleurs avez films. adoré. Oui, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Alors là, ça engage que ma parole, mais allez, tapis. Croyez-moi, je l'ai vu l'an dernier à Cannes, lors de la présentation pour la quinzaine des cinéastes en mai dernier. Et la salle était debout pendant une dizaine de minutes. Film absolument incroyable. Alors, ce premier long métrage de Weston Razzoli, c'est un film franco-américain de production. Alors, le film est assez particulier. Difficile à expliquer, mais en gros, ça raconte l'histoire d'un trio d'enfants d'une même famille, des petits bandits qui vont voir leur vie basculer lorsque leur maman a une maladie et elle leur demande de faire des courses. Et donc, ils vont décider, par exemple, dans un premier temps, de craquer le code parental pour leur nouvelle console, pour s'amuser. Et en même temps, il faut faire plaisir à maman et découvrir la recette de la tarte aux myrtilles. Bonne annonce. You three are going down once and for all. We need a very special speckled egg so we can bake a blueberry pie for their sick mama. That's the last box. We just need one. I want to crush that guy! Here's the deal. Jody and me will sneak out to the north part of the dell and distract him. Then Hazel will run in and grab the speckled eggs. Mama, are you leaving again? You're staying here. No, you never bring me anywhere. What the hell? C'est pas un film à gros budget, hein? Non, tout petit budget, 3 millions de dollars. Waouh. C'est très très peu. Et pourtant, le film a duré, il y a eu un mois et demi de tournage. C'est pas énorme. Petit budget, mais quand même, ça laisse une liberté. Et vous avez vu l'esthétique du film, absolument incroyable. C'est tourné en 16 mm. Donc déjà, à l'ancienne. Forcément à l'ancienne, absolument incroyable. On a ce trio d'enfants très attachants du début à la fin. Ce ne sont pas des acteurs. Il y avait un casting dans une école. C'est extrêmement bien joué. Il y a du naturel. Il y a aussi des valeurs dans ce film parce que on part d'une famille socialement déstructurée et on peut quand même construire de très belles valeurs avec des objectifs de vie. Voilà, les enfants veulent être physiciens ou autres. C'est absolument magnifique. Pour vous donner une idée, vous prenez un peu Tom Sawyer, vous ajoutez à cela les sorcières des contes de Grimm, vous avez du Jumanji, même du Clint Eastwood, vous mélangez tout ça et vous avez ce trio magique qui souhaite percer l'énigme de feu. C'est absolument incroyable. Allez-y. C'est un bon cocktail. Ça. Ah, vous avez adoré. Et puis ils ont plein de soft skills, non, apparemment. Vous n'avez pas vu le film, mais on est en plein dedans. J'ai l'impression. Ouais, allez. C'est vraiment le film du jour dans la quotidienne. Brandon, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Grand oral. Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain. Le livre vient de sortir aux éditions Debook Supérieur. Il est signé Solène Boquillon, le Go As You, invité du Grand Oral aujourd'hui. Dans les compétences clés que vous recommandez de développer, il y a tout ce qui tourne autour du statut de l'erreur. Oui. En fait, on est, je pense, en France, dans un pays où on va pas se planter. tout le temps mettre en avant ceux qui réussissent du premier coup. Et donc, quand on réussit pas du premier coup, on se dit, en fait, je suis nulle. Pourquoi est-ce que lui, il réussit et moi, je n'y arrive pas? Et donc, il faut absolument montrer que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on y arrive. Et ça, il faut le dire aux enfants. Et alors, vous suggérez pour ça d'instaurer, je vous cite, une routine des erreurs. Oui, dire à vos enfants, c'est normal que tu n'y arrives pas. Aussi, ce que je recommande, c'est d'ajouter le mot « encore ». C'est pas « non, je suis nulle, j'y arrive pas », c'est « tu n'y arrives pas ». Pour le moment, encore. Voilà. Et donc, de faire la liste de tout ce qu'on a essayé de faire dans la semaine, qu'on n'a pas encore réussi, mais je suis sûre que dans quelques semaines... On finira par y arriver. Et ça veut dire aussi admettre ses propres erreurs en tant que parent. Oui. Sans en faire trop non plus, parce qu'on a son autorité, mais... Moi, un peu quand même. Je suis quand même pour
partager un maximum comment ça s'est passé aussi pour nous, comment ça se passe pour nous quand on est au travail. Je pense qu'on est trop à segmenter la maison, le travail, et en fait c'est en étant authentique avec nos enfants que eux aussi vont pouvoir l'être et se dire qu'ils peuvent faire des erreurs. Quand votre chef il fait des erreurs, vous vous dites que vous aussi, vous pouvez en faire. Mon chef ne fait jamais d'erreur. Vous êtes parfait, mes chefs. Non, c'est parce que fin d'année, augmentation, ces trucs-là. Les choses bougent un peu quand même, parce que j'ai vu ce plongeur olympique français, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo récemment, qui se prend un gadin en plus devant Emmanuel Macron. Il a complètement retourné le truc. Il a fait des vidéos depuis assez drôles qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Et notamment, il en a fait une, dire comment bien se planter. Voilà, quoi. Donc, au lieu de se mettre de l'antidérapant sous les pieds, il se met du savon et tout. C'est assez marrant. Ça bouge quand même un petit peu. On est scruté par nos enfants. C'est ça aussi l'histoire quand on est parent. Il y a quand même un petit devoir d'exemplarité. Il y a un terrain sur lequel vous dites qu'il faut être très attentif, c'est le rapport aux écrans. Oui. Ça ne sert à rien de faire la guerre si soi-même on est... Moi, je pense que le problème de l'écran aujourd'hui, c'est pas le temps d'écran, c'est plutôt que l'écran est un problème quand il fait écran à la relation parent-enfant. Et donc, il faut absolument aussi se dire que nous sommes aussi, en tant que parents, happés par les écrans et que donc, on doit être responsable. Et quand on met en place des règles, quand vous dites à vos enfants pas d'écran le soir, pas d'écran dans ta chambre, n'ayez pas d'écran dans votre chambre, vous aussi, en tant que parent. Ça amoindrit l'empathie de passer trop de temps sur les écrans. Et l'empathie, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental parce que quand les enfants sont tout le temps sur les écrans à voir, et les ados, on le voit aujourd'hui avec les problèmes de harcèlement ou de violence, en fait, on est sur l'écran, donc on ne se rend plus compte du mal que l'on peut faire aux autres. Et puis ça peut avoir des effets sur l'estime de soi. On va en parler dans une minute avec Candice Anzel, ou plutôt c'est elle qui va nous en parler. Plusieurs études, écrivez-vous, mettent en évidence à quel point les émotions négatives sont les ennemis de la réussite à l'école. J'aimerais qu'on termine par là. Là encore, vous l'avez cité en intro de l'émission, mais ce chapitre des émotions, pourquoi c'est si important que ça ? Parce qu'on vit au quotidien avec les émotions et dans notre culture, on a eu tendance pendant beaucoup d'années à demander aux gens de cacher leurs émotions. Et c'est très important de les verbaliser parce que c'est en les verbalisant qu'on va limiter la violence, mais c'est aussi en les verbalisant qu'on va avancer au quotidien. Dire à un enfant « n'aie pas peur », alors que lui, il ressent la peur à l'intérieur de lui, c'est complètement contre-productif. Ça résout pas le problème, ouais. Et je donne souvent cet exemple de cette recherche qui a été faite notamment à Toulouse sur des enfants de CE2 où on leur a demandé de verbaliser leurs émotions avant de faire un exercice en mathématiques. Est-ce que je suis stressée, pas stressée, très stressée ? Et pourquoi je me sens comme ça ? Les notes augmentent juste en leur demandant de cocher l'émoticône de comment ils se sentent avant de faire l'exercice. Oui. Ouais, moi, j'étais pas stressé du tout parce que je savais que j'aurais une mauvaise note de toute façon. Donc, pourquoi s'en faire ? Non, je rigole. Bouquin passionnant, préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain. Il y a un fil que je n'ai pas tiré, mais que vous verrez, qui évidemment est tiré dans le bouquin, c'est que toutes ces compétences-là, elles sont fondamentales ensuite quand on arrive dans les études supérieures et a fortiori dans le monde du travail et dans un monde du travail en pleine mutation avec notamment l'émergence du numérique, des nouvelles problématiques éthiques, plein de choses et évidemment le défi environnemental à traiter. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour le conseil de famille. On va retrouver Candice Anzel. On parle des écrans dans ce conseil de famille, des écrans et de l'estime de soi. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous avec Candice Anzel. Candice, bonjour. On va parler réseaux sociaux, mais pas seulement. On va parler adolescence. Adolescence, le moment où le corps change le plus. Après, il y a les 50 ans. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Les relations sociales se transforment et notre identité propre se crée. Et dans ce processus de recherche de soi, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Ils peuvent avoir une influence toute particulière sur l'estime de soi, la si précieuse estime de soi. Alors rappelons déjà ce que c'est que l'estime de soi. Oui. Donc, c'est la perception et le jugement qu'on a de sa propre valeur et ça s'appuie sur 3 dimensions particulières. Donc il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Alors sur les réseaux, un ado est constamment confronté à des corps, des visages parfaits, retouchés, modifiés, et qu'il s'agisse du chien par les filtres ou de ceux qu'il voit de ses amis ou des stars préférées, eh bien ces images, elles faussent la réalité, elles la truquent, et ça peut carrément nuire donc à l'estime de soi. Donc dans une enquête d'ailleurs qui a été réalisée par Dove sur le projet pour l'estime de soi auprès de jeunes filles belges, eh bien on apprend que ces dernières, elles ont en moyenne 10 ans
lorsqu'elles commencent à retoucher leurs photos à l'aide de filtres pour les embellir, pour s'embellir. Alors de plus, il y a 4 filles quand même sur 5 qui ont déjà publié une photo d'elles retouchée. Et pour enfoncer le clou, parmi donc les jeunes filles qui disent ne jamais utiliser de filtre, eh bien 80% sont satisfaites de leur apparence et ce chiffre descend à 50% pour celles qui utilisent des filtres. Et même 29% d'entre elles se trouvent moins belles lorsqu'elles voient en fait les photos de leurs copines sur les réseaux. Ça nous dit quoi? Eh bien ça nous dit que ces comparaisons, ça nourrit donc bien un mal-être psychique et psychologique et physique qui n'aurait sans doute pas lieu dans la vraie vie. Et oui, ces comparaisons sociales, elles ont un impact, elles sont dangereuses pour les adolescents. Ben oui, parce que nos enfants, en fait, ils sont sur les réseaux tout le temps et c'est une vitrine d'une vie rêvée et ils peuvent penser forcément que l'herbe est plus verte ailleurs et envier une vie plus belle, plus parfaite que la leur, ce qui fait que leur estime d'eux-mêmes peut en pâtir clairement. Alors qu'ils suivent des célébrités sur les réseaux sociaux ou simplement même leurs amis, en fait, ils auront toujours finalement sous leurs yeux des images, des photos, des vidéos de personnes qui vont se représenter sous leur plus beau jour. C'est le jeu. Et cette perception erronée de la réalité, elle peut faire grandir justement un sentiment que, en comparaison, leur vie, en fait, elle est banale, voire inintéressante. Et il peut survenir justement des émotions vraiment désagréables, comme la jalousie, l'envie, la tristesse, et même la colère, la frustration, la honte, la culpabilité, et jusqu'à une véritable insatisfaction. Autre phénomène des réseaux sociaux qui influence l'image de soi, c'est la course au like. Évidemment, parce que les ados cherchent l'approbation des autres, qui est symbolisée donc par les likes, les commentaires sous leurs posts, et ces manifestations d'intérêt ou de soutien, ça améliore instantanément en fait leur estime de soi. Ça fait comme un boost. Exactement. Le problème, c'est que ça peut vite ça peut rapidement en fait se transformer en cercle vicieux cette histoire. Bien sûr. Parce que si la photo de votre ado a récolté 50 likes, mais que sur son prochain post, il en a que 23. Oh mon Dieu, il va être complètement dévasté. Alors pour certains, ils sont juste déçus, pour d'autres, ils sont réellement dévastés. Et ça peut carrément, en fait, ce mécanisme, ça peut carrément conduire à une forme de dépendance, voire même dans certains cas de dépression. Donc il y a un autre phénomène d'ailleurs dont on n'a pas encore parlé, qui est alarmant puisqu'il est en marche de se généraliser, c'est les haters, qui propagent des messages haineux et injurieux en commentaire et qui vont justement jouer un rôle vraiment dévastateur auprès des plus sensibles. Alors, vous n'aimez pas nous laisser avec des mauvaises nouvelles. Candice, vous avez lu Les écrans et toi, livre de la journaliste Marianne Daillé. Elle propose une série d'affirmations pour aider à évaluer l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi d'un adolescent. Extrait. Tout à fait. Alors, en fait, le principe est simple. Si votre ado répond « oui, c'est tout à fait moi » à au moins une de ces affirmations, c'est qu'il est nécessaire de discuter avec lui et puis de lui apporter recul et soutien. Alors, chaque affirmation, elle va permettre de cerner un éventuel mal-être. On y va. Tu es déprimé lorsqu'il n'y a pas assez de j'aime sur tes photos à ton goût. Tu compares sans cesse ta vie avec celle des vedettes ou des influenceurs et tu rêves de leur ressembler. Tu te trouves souvent triste après avoir navigué sur les réseaux sociaux. Lorsque tu te compares aux autres, ta vie te semble vraiment ennuyante. Lorsque tu regardes les photos des autres, tu te sens inintéressant. Il te semble que tout le monde est plus cool et plus heureux que toi. Tu te sens moche lorsque tu regardes les publications de personnes que tu suis. Et tu as tendance à dénigrer publiquement ou non les statuts des autres. Donc voilà, je vous invite, chers parents, à poser ces questions à vos ados, ne serait-ce que pour qu'ils prennent finalement conscience de l'impact des réseaux sur l'estime de soi. Surtout que c'est pas le premier truc qu'on a à l'esprit. Non, en fait, généralement, on pense davantage au cyberharcèlement, sur les risques. aux images choquantes, ce qui est plus visible, on va dire. Et il est clair pourtant que la dévalorisation de l'adolescent, c'est vraiment un sujet qui n'est pas à prendre à la légère parce que ça peut aller jusqu'à impacter sa santé mentale et son développement vers l'âge adulte. Donc voilà, soyez vraiment vigilants. Merci beaucoup, chère Candice, pour cette chronique. Merci Avec aussi plaisir. à toutes et tous et à l'équipe de l'émission. Au maquillage, Sophie Coulon, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur Soul TV. Vous nous retrouvez nous en permanence, pas précisément sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas trop accro.